Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo diffusée chaque jour sur Bismart et Radio Imo, un plateau que nous avons le plaisir d'animer tous les deux avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain. Salut Nicolas, voilà, nous sommes mardi, on va parler de green. Tous les mardis, c'est green. Avant de déjeuner, on va vous mettre en appétit. La Côte Imo, c'est la transition écologique et environnementale. Tous les mardis, l'immobilier se prépare à une véritable conscience, si ce n'est pas déjà le cas, écologique pour le mieux-être, le mieux vivre, le mieux habiter, le mieux bâtir. Pour aujourd'hui et pour demain, la Côte Imo, ça suit le mouvement. Et alors au sommaire de cette édition, nous évoquerons d'abord ensemble le sujet du problème carbone dans le béton, du béton et la possibilité de décarboner le béton. Nous en parlerons avec Stéphane Delomo, directeur commercial et marketing des ciments Calcia, avant de nous intéresser dans un second temps à l'éco-compatibilité de l'accroissement des villes. Et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela sur le plateau de la Côte Imo David Miette, le CEO de Ville Vivante. On se retrouve tout de suite sur le plateau de la Côte Imo. Le béton, mesdames et messieurs, tout le monde connaît le béton. C'est un matériau qui est répandu en ce qui concerne bien sûr la construction, mais qui n'a pas forcément toujours bonne presse. Mythe ou réalité, comment ce matériau tente-t-il de s'adapter aux contraintes écologiques? Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Existe-t-il de réelles solutions pour le décarboner? Peut-on décarboner le béton? Le point tout de suite avec un spécialiste et un expert de la question, Stéphane Delomo. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain. Directeur commercial et marketing des ciments Calcia, merci d'avoir accepté notre invitation. On va essayer de tenter ensemble, si vous voulez bien Stéphane, de comprendre la problématique. Quelles sont concrètement les raisons pour lesquelles le béton est considéré comme le mauvais élève, presque comme un fantasme ou comme une idée reçue dans le panel des matériaux de construction, et pourtant historiquement à sa naissance, c'était une bénédiction pour le secteur de la construction? Alors, je ne sais pas si le béton est reconnu comme le matériau le plus concerné. Bon, je pense que les réglementations, surtout, elles ont récemment changé. Donc, elles ont récemment changé avec l'apparition d'un nouveau texte, qui est la RE 2020. Et la RE 2020 met en évidence, du coup, un certain nombre de points majeurs. Et surtout, elle renforce et elle met en accent la sobriété des bâtiments. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Donc ça fait... Et ça parle de tous les matériaux, quels qu'ils soient, et non pas que le béton. C'est la prise en compte de l'empreinte environnementale d'un bâtiment construit. Donc là, c'est bâtiment, chauffage, mode de vie, sa conception. Et en même temps, c'est une meilleure anticipation de l'inconfort d'été. Alors le béton est visible, puisque c'est la première chose que l'on voit. On ne voit pas instantanément les autres matériaux, on ne voit pas la moquette, on ne voit pas les menuiseries. Donc on voit cet ensemble qui est l'ensemble béton. Et de par sa taille, peut-être que ça lui donne une visibilité plus renforcée. Et on a l'impression qu'il est très concerné. Pourquoi cette image parfois bashing béton, qui est plus souvent tient du dogme que de la réalité, puisque vous nous expliquerez dans un deuxième temps que le béton, au contraire d'être un mauvais élève, a fait une progression sur la décarbonation qui est absolument impressionnante, qu'on ne connaît pas de l'extérieur. D'ailleurs, quand vous allez nous l'expliquer, c'est absolument phénoménal. Les travaux que vous avez employés, les formules que vous avez déployées depuis plus de 20 ans maintenant. Alors peut-être que ce qui nous reste, c'est toutes ces phases de reconstruction du territoire où le béton a eu tout son sens. Construction rapide, construction moins coûteuse, permettre de reloger la population dans des délais assez immédiats, assez rapides. Donc ça a peut-être mis en évidence ces ensembles, parfois... Il faut le reconnaître, des ensembles peut-être avec des empreintes architecturales à améliorer, donc pourquoi pas. C'est le moins qu'on puisse dire. L'urbanisme des années 70, on aurait dû enfermer tous les architectes de l'époque ou les urbanistes. Qu'est-ce que c'est moche! Oui, mais au moins c'est dit franchement. C'est hyper moche. Mais à côté de ça, le béton, de par sa rapidité d'exécution, sa proximité dans les territoires aussi, a permis de reloger très rapidement des populations qui... C'est vrai que c'était un autre contexte d'époque. En matière de résistance, en matière de... Et je pense que c'est peut-être aussi une de ces raisons. Stéphane Delomo. Très belle chose en béton. On passe sur des ouvrages qui sont remarquables tous les jours. Et dans Paris, il y a des ouvrages... Et d'ailleurs, même des ouvrages qui ont fini pour certains, d'ailleurs, dans cet urbanisme triomphant des années 70, qui ont été même classés. Il y en a même classés. Qui sont absolument remarquables, il faut le dire. Mais alors, comment est-ce qu'on fait du béton green? Pardon, parce que moi, alors effectivement, l'utilisation du béton, que ce soit beau ou moche, je comprends, mais comment est-ce qu'on fait du béton? On peut peut-être l'expliquer aux gens qui nous écoutent. Et comment est-ce qu'on fait pour décarboner
le béton dans sa fabrication? Est-ce qu'on peut décarboner le béton? Voilà. Alors déjà, la première chose qui est demandée aujourd'hui, c'est comment décarboner la construction d'un ensemble à vivre pour des habitants donnés. Donc c'est ça ce qui est demandé. Donc, et pour lequel le béton a une part dans cet ensemble. Oui, qui n'est pas responsable. Oui, absolument. Et le béton n'est pas responsable de... Ne nous méprenons pas. L'exercice que nous sommes en train de mener pour décarboner un mètre cube de béton qui vise à être un système constructif ne permettra pas de réduire l'émission carbone d'un habitant français. Un Français, c'est 11 tonnes. Le béton, c'est 0,2. Donc, Par habitant par habitant, en valeur moyenne et annuelle. Donc le béton, c'est un des leviers. Hein, c'est la responsabilité de notre filière et c'est l'engagement qu'on a. Hein, mais ça ne règle pas tous les sujets CO2 d'un Français. Donc, et par immeuble? Alors par immeuble, aujourd'hui, quand on construit sur la base de référence de RE 2020, le lot, puisque le lot concerné, le béton pèse à peu près un tiers. Donc il a son rôle, hein, c'est pour ça qu'on est très acteur. Alors un mètre cube de béton, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Un mètre cube de béton, c'est un liant qui est un ciment qui sert de colle hein, et qui permet d'assembler des granulats et du sable. C'est un matériau qui permet d'obtenir des résistances mécaniques, hein, donc c'est ce qui porte, hein, c'est ce qui donne de la structure. C'est un matériau qui résiste au feu. Donc c'est essentiel aussi. Hein. Donc, en même temps, il a cette particularité de forme. Hein. Il nous donne une liberté architecturale qui est quand même assez impressionnante. Hein. On peut même l'appeler, il a été très longtemps dans des ouvrages, même appelé la pierre liquide. Hein. Donc fonction du moule, fonction de ce qu'on lui donne. C'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire. On peut faire des bétons matricés. Il y a même des imprimantes béton. Il y a même des imprimantes aujourd'hui 3D en béton. Donc on arrive à utiliser ce matériau. Donc c'est quand même très... Ça coule des murs. Enfin, Ouais, ça donne une nouvelle géométrie, une nouvelle façon de bâtir, ça crée des ensembles qui fait un transport pour être assemblé. Hein, oui, ça, hein. C'est ça. Donc ça, c'est très important. Après, il permet aussi bon, tout ce qui est réglementation sismique. Hein, donc le béton a un rôle majeur sur ces thèmes. Et puis, il règle aussi quand même, j'entendais, et on voit bien la météo d'aujourd'hui, en fait, il est quand même un des matériaux qui permet de traiter l'effet des îlots de chaleur, et en particulier dans les grandes agglomérations où quand il fait 35-40 degrés, et que vous vous promenez dans la ville, eh ben, vous êtes dans des espaces qui sont parfois un peu difficiles. Donc aujourd'hui, c'est quoi les grands leviers de l'amélioration de l'empreinte carbone d'un mètre cube de béton? Donc c'est déjà, premier levier, c'est est-ce qu'on consomme le bon béton au bon endroit? Donc est-ce qu'il faut utiliser les mêmes performances, les mêmes caractéristiques, les mêmes dosages, hein? Donc, puisque dans la mesure où le mètre cube de béton carboné a pour une partie l'empreinte carbone du ciment, donc essayons de mettre un peu moins de ciment, très concrètement, premier axe de travail, hein, donc, tout en préservant les autres caractéristiques attendues du béton, sa résistance, son aptitude sismique. Oui, c'est ça, c'est qu'on veut un béton avec moins de carbone, mais avec autant de facilité d'usage. Autant de facilité d'usage, autant d'attributs qui lui permettent de répondre à l'exigence de construction, aux normes, et puis en fait un confort à vivre, quoi, donc très concrètement. Donc ça, si on prend un exemple concret, il n'y a pas de tour à la Défense sans béton, quoi. Aujourd'hui, on voit des ensembles extérieurs, mais il y a du béton qui porte la tour, donc c'est absolument nécessaire. Et après, on travaille beaucoup sur le ciment. Hein. Donc le ciment, c'est comment décarboner une tonne de ciment, donc, avec des trajectoires très engageantes. Hein. La filière est très volontariste. Hein. Donc, et notre groupe bénéficie d'une expérience maintenant qui a une forte antériorité. Hein. Ça fait des années qu'on travaille sur le sujet. On a même une cimenterie dans notre groupe qui est carbonégative. Donc, on sait faire des ciments aujourd'hui carbonégatifs. Donc, et ça, c'est des technologies. Du coup, on pourrait utiliser que ça, ou quel est le frein à leur développement? Alors après, le frein à développement, c'est les investissements. Aujourd'hui, ce qu'on fait sur le territoire français, en tout cas pour notre groupe, hein, on investit à peu près 400 millions d'euros pour moderniser notre dispositif industriel. Est-ce que ça coûte plus cher de faire du ciment décarboné? Alors, faire du ciment décarboné, je dirais, la décarbonation dans son ensemble ne coûtera pas moins cher, mais coûtera forcément un peu plus cher. D'accord. Elle nécessite des nouvelles technologies, elle nécessite des investissements, elle va nécessiter aussi d'accroître de l'innovation, la compétence. Hein. On est dans un métier, le métier du bâtiment, c'est un métier d'ingénieur, mais c'est aussi un métier d'habitude. Donc il faut qu'on puisse faire progresser l'intégralité de cette filière. Et nous, notre axe, c'est réduire l'empreinte carbone d'une tonne de ciment au départ de nos dispositifs, hein, alors internationaux et français, avec une cible qui est une cible engageante, puisque notre groupe s'est donné une trajectoire qui est celle de 400 kg de CO2 ramenés à une tonne de ciment produite, sans captage, hein, bien évidemment, hein, puisqu'après, il y a des possibilités de faire du captage de CO2 pour des réexploitations.
Ce qui amènera un mètre cube de béton qui sera dans son optimisation à peu près à 100 kg, donc 100 kg de CO2. Donc on passerait de 400 à 100, c'est ça le... Non, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, une tonne de ciment, c'est à peu près, quand on regarde sur le territoire français, si on prend un ciment de référence qui est un ciment pur, très clinkerisé, c'est à peu près 765 kg de CO2. Donc ce qui veut dire qu'on est parti dans une orientation stratégique, engageante. On va réduire notre empreinte carbone de entre 30 et 45%. D'accord. Ce qui est un effort considérable, et je connais pas aujourd'hui, je connais pas de filière avec un objectif aussi engagé, aussi volontariste. On a d'ailleurs étudié une ressource, c'est l'actualité Habitat du 15 mars 2021. 4,1% des logements collectifs sont construits en bois, contre plus de 82% en béton. C'est sûr que le virage green est un virage, on va dire, particulier, puisqu'il s'accompagne, et vous l'avez rappelé d'ailleurs très justement, parce que trop souvent, on accuse le béton de tous les maux, si je puis dire, dans le projet de construction. Alors, en fait, le béton n'est qu'une partie du dispositif. Le béton n'est qu'une partie, et il ne réglera pas, malgré les efforts que nous allons atteindre, c'est pas lui qui va régler les 11 tonnes de CO2 émises par habitant. Le béton, Stéphane Delomeau, est-il irremplaçable ? Il est remplaçable par nature. Alors, moi, même s'il fait sa mue, il fait sa transformation. Moi, je pense que le béton, il a une opportunité, une faculté qui est assez remarquable. Bon, déjà, il peut être bicomposant. Demain, de toute façon, on est déjà capable de faire des solutions constructives qui sont des mélanges de béton-bois, par exemple. Donc, il faut accepter la mixité des matériaux. Donc, je pense que ça, c'est absolument essentiel. Toute cette transformation, elle est aussi un très bon levier d'innovation pour notre industrie. On travaille beaucoup avec nos clients, on travaille beaucoup avec de nombreux partenaires et voire même parfois des architectes sur comment construit-on demain. L'habitat sera construit différemment. Et puis, il y a une dimension qui est pas évoquée, mais qui, à mon avis, est importante. Toute cette dynamique environnementale, elle va aussi sur l'économie de la ressource. Et comment, demain, on construit des villes qui sont... sans épuiser la ressource. Sans épuiser la ressource. Et pour ça, le béton est un atout significatif, puisqu'il est recyclable. On peut déconstruire un ensemble en béton. On peut réutiliser les granulats issus de cette déconstruction pour refaire de nouveaux bétons. Et peu de matériaux sont capables de faire ça. Et c'est pour ça qu'il faut... je pense qu'il faut se donner une lecture un peu globale de l'aptitude d'un matériau. Il y a le CO2, il y a la recyclabilité, et il y a les fonctionnalités possibles qu'on amène et pour lesquelles on essaie de travailler le sujet pour une ville qui sera bâtie, à mon avis, et à vivre totalement différente dans les années qui viennent. Dernière question, juste rapidement. On parle beaucoup aujourd'hui d'économie circulaire, de circuits courts. Effectivement, vous avez rappelé très justement qu'il y a des adaptabilités liées au secteur, au territoire eux-mêmes. Il faut aussi rappeler que le béton, par nature, c'est pas un segment délocalisé. Alors, c'est au contraire. Non, ce matériau, il n'est pas délocalisable. Déjà, une cimenterie, c'est ancré dans le territoire, avec un rôle social et sociétal qui est très très important. Une cimenterie, c'est un outil de combustion qui a une aptitude assez significative pour utiliser les combustibles alternatifs. Et les combustibles alternatifs, c'est les résidus de notre vie de tous les jours. C'est nos pneus, c'est nos peintures, c'est nos huiles. Oui. Donc, c'est aussi la transformation industrielle qu'on est en train de mener, puisqu'elle vise à augmenter le taux de combustible alternatif dans nos productions. Et donc, du coup, par bénéfice de réduction de l'empreinte carbone. Et le béton prêt à l'emploi, dans sa production, c'est un produit éminemment local, puisqu'une centrale, on ne peut pas faire plus local. Ça rayonne dans ces 20 km. C'est un produit frais, peu transporté et fabriqué in situ. Alors on va devoir s'arrêter là, malheureusement, c'est dommage parce qu'on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet de décarbonation du béton parce que c'est passionnant. Effectivement, il y a pas mal d'enjeux liés à ça. On n'a pas d'ailleurs pu tous les traiter dans cette interview. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Delomeau d'être venu sur le plateau de la Côte Imo. Je rappelle que vous êtes directeur commercial et marketing des ciments Calcia et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie sur le plateau de la Côte Imo. De retour sur le plateau de la Côte Imo, nous allons nous demander ensemble si l'accroissement des villes est éco-compatible. La ville est attractive, la ville attire de gré ou de force grâce à nombre d'arguments. Néanmoins, la ville menace aussi par son étalement les écosystèmes. Et la politique s'en mêle pour circonscrire ce fait social. Dès lors, comment rendre ce qui semble être un besoin, cet étalement de la ville éco-compatible? Nous allons en parler avec David Miet. Bonjour David Miet. Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. Vous êtes le CEO de Ville Vivante. Vous allez nous expliquer la raison d'être de Ville Vivante. Donc merci de venir partager votre expérience sur le plateau de la Côte Imo avec également Sylvain Lévy-Valency. Avant de rentrer un petit peu dans le détail de Ville Vivante, pourquoi et comment, selon vous, la ville moderne se rend de plus en plus attractive vis-à-vis de la population ? Alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif et on a vu, on sort de 2 ans de période de crise sanitaire où la ville a subi un peu les assauts médiatiques Bien sûr. et puis tout un chacun, on s'est retrouvé un peu enfermé à désirer aller au vert dans les villes moyennes, dans le rural. Et paradoxalement, toutes ces aspirations qui sont exprimées, elles sont l'inverse de ce qu'on observe aujourd'hui sur le territoire depuis une vingtaine d'années, qui est que plus les années passent, plus les gens se concentrent dans des grandes villes. Et en fait, on observe en France ce qu'on a observé sur d'autres continents ces dernières décennies, mais qu'on connaissait un peu moins sur le continent européen notamment, qui est la formation de grandes villes. Et de plus en plus, les populations font le choix, payent très cher des mètres carrés, qui sont dans des villes qui sont denses, qui sont saturées, qui sont embouteillées, qui sont polluées, et ils continuent de le faire. Donc il y a à cela des explications qui sont plus ou moins claires. D'accord. Si vous interrogez quelqu'un sur son habitat idéal, il va vous dire « je veux un grand jardin, l'accès à la nature et en même temps avoir accès à tout ». Ouais. Et donc en fait, la ville vous propose d'avoir accès à tout de façon très pratique, de façon immédiate. C'est un sujet de travail aussi ou pas ? C'est un sujet de travail, donc avoir accès à tout. Il y a en premier avoir accès à l'emploi. Nos parents ont travaillé 20, 30, 40 ans dans les mêmes entreprises. Ça veut dire que s'ils avaient monsieur et madame un CDI dans une boîte qui pouvait leur offrir une perspective, une carrière, ils pouvaient habiter partout sur le territoire où l'entreprise était implantée. Vous pouviez, pour votre employeur, vous trouver dans une des 100 préfectures de France. Aujourd'hui, si vous demandez à un jeune combien de jobs tu vas faire dans ta vie, il va vous répondre 5, 10, 15, une dizaine. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le besoin des gens d'avoir plusieurs options pour travailler les conduit, alors peut-être à quitter Paris pour certains qui trouvent ça un petit peu dur. Et quand ils quittent Paris, où est-ce qu'ils vont ? Ils vont à Marseille, ils vont à Lyon. Oui, ils vont densifier d'autres villes. Voilà. Vous voulez dire que, en fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez dit un mot très très juste. Contrairement à l'image dans les médias qu'on donne, et d'ailleurs on est les premiers aussi pour le reconnaître à l'avoir véhiculé, qui est sur le phénomène de densité. Je prends le cas de Paris, qui est la ville la plus dense après Bombay, en Inde, parce que souvent on intègre le parc de Vincennes et du Bois de Boulogne, ce qui n'est pas le cas, mais c'est la ville la plus dense au monde, avec Bombay. Ça veut dire que on parlait d'exode urbain, on quitte pas finalement les grands centres urbains, on quitte un centre urbain pour aller dans un autre grand centre urbain. Et en fait, ce phénomène d'urbanité, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez raison sur les 20 dernières années, est-ce que le Covid a modifié cette façon de faire ou pas du tout, où il n'y a pas eu d'impact ? Moi, je crois que, et on le verra dans quelques années, mais je crois que le Covid va renforcer cette concentration des personnes dans les villes. Ah, carrément le contraire. Je crois qu'elle va le renforcer parce que le Covid, son impact principal, je crois qu'il est sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent un emploi avec du sens. C'est le premier critère, avec de bonnes conditions. Alors, ça se voit un peu plus aux États-Unis, un peu moins chez nous. Mais et la rémunération, elle est après ou avant ? Il y a un vrai sujet de la rémunération. Enfin, il y a tous les sujets, je pense, qui sont mélangés. Si on devait faire avec vos données dans la shortlist, le numéro 1, c'est pas la rémunération ? Non, je pense pas. C'est plutôt la quête de sens. Alors après, tout dépend de quelle population on parle, mais... Oui, on parle des jeunes générations. Ouais, les jeunes générations, je pense qu'en premier, c'est est-ce que travailler, ça vaut le coup ? Donc est-ce que travailler, ça vaut le coup ? Mais c'est bien, au moins c'est clair. Ouais, c'est ça. Donc, On se pose tous la question. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que la rémunération que je perçois, elle me permet de vivre dans un cadre de vie qui est intéressant ? Et est-ce qu'elle me permet de construire une trajectoire personnelle, familiale ? Et en fait, vous voyez, aujourd'hui, l'équivalent de faire carrière chez Airbus, ou à la RATP, ou chez Air France, ou à l'hôpital, ou à l'université, aujourd'hui, ça devient réussir à m'installer en Île-de-France, pas trop loin du centre, ou peut-être partir à Bordeaux, ou partir à Nantes, ou partir à Lyon. Si vous allez moi, quand j'ai des bureaux qui sont à Lyon, quand je signe un contrat avec un jeune qui quitte Paris pour aller à Lyon,
En fait, il signe un contrat avec Ville Vivante, mais il signe surtout pour Lyon. C'est-à-dire qu'il sait que si au bout de 12 mois, Ville Vivante ne lui convient plus, parce qu'il a décidé que le sens ne lui convenait pas, parce qu'il trouve que les conditions sont pas les bonnes, en fait, il va trouver d'autres options de travail dans sa branche, dans sa discipline, à Lyon. Alors, Et donc, rappelez-nous. il va cocher Lyon et il aura plus de difficultés pour cocher Roanne, par exemple, pour cocher Mâcon. Rappelez-nous quand même ce que fait Ville Vivante, parce que vous parlez de signer un contrat avec Ville Oui, Vivante. oui, Alors, oui, que le propose Ville Vivante? Le business model de Ville Vivante. Ville Vivante sont des urbanistes, des architectes qui aident les villes et leurs habitants à se densifier, c'est-à-dire à se regrouper dans des espaces qui sont réduits et qui, en même temps, parce qu'ils sont réduits et partagés, sont économiquement viables et en même temps apportent à proximité de chacun tout ce qu'il faut, c'est-à-dire des emplois, des commerces, des services. Exemple. Donnez-nous un exemple concret. L'exemple, c'est aider tous les acteurs qui construisent la ville et les gens qui cherchent des logements à trouver de nouvelles opportunités. Donc moi, par exemple, Donc je veux aller à Lyon, Oui, vous voulez aller à Lyon. je vais sur le site Ville Vivante. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je peux vous aider si vous cherchez une maison, ce qui n'est pas évident. Je peux vous aider à trouver une parcelle de jardin qui appartient à un autre particulier pour qui le jardin est un peu trop grand à entretenir et qui va vous la céder pour que vous puissiez faire bâtir une maison pas très loin du métro, par exemple. C'est bon, ça. C'est pas mal, ça. C'est top, ça. Ça vous fait rêver le jardin? Non, mais qui n'aurait pas. Alors, justement, donc c'est un modèle. Donc, vous, votre modèle, c'est la ressource essentielle de Ville Vivante? Ou il y a d'autres. C'est notre activité principale, c'est de trouver Et des opportunités pour construire. Et je paye. Ouais. Je paye quoi? Comment ça. Et vous payez quand le projet se réalise. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est un pourcentage sur le volume? C'est un pourcentage sur la valeur immobilière qui est créée, c'est-à-dire que D'accord. les terrains, il n'y en a quasiment plus. Ce qui vaut quelque chose, c'est la possibilité de construire sur un terrain. Donc on va regarder. Personne n'arrive à trouver de foncier. Comment vous faites Ouais. pour le trouver, vous? Et ben en fait, on va à la source, là où il est, et le foncier, il appartient aux petits propriétaires particuliers. Je vous prends Vous avez, chiffre, fait une par réplique, exemple. vous avez fait une réplique de quel foncier En Île-de-France, par exemple, vous avez 1,4 million de maisons individuelles, des maisons, Oui. avec des jardins. Oui. La plupart sont des petits propriétaires qui ont acheté leur maison pour pouvoir profiter du jardin. Simplement, 15, 20, 30 ans plus tard, le jardin est un peu grand, c'est devenu une charge à l'entretien, les enfants sont partis de la maison. Parfois, vous avez des personnes seules qui vivent dans la maison. En France, dans les maisons qui sont bâties, dans 1 sur 3, c'est une personne seule qui vit, une personne âgée. Un des scénarios les plus vertueux, c'est d'aider cette personne âgée à se reconstruire un plein pied de 80 mètres carrés dans son jardin, au fond, à financer la construction en revendant la première maison et à libérer une maison familiale qui pourrait être achetée, rénovée par un jeune couple, par exemple. Alors, on est d'accord. Alors, ça, c'est presque la martingale. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup effectivement, vous le savez, hein, des startups qui travaillent qui font de l'indexation en open source des données publiques, hein, le cadastre, etc., la parcellisation du parc bâti. À l'heure où on a des maires qui signent plus du tout les autorisations de permis, même les extensions, oui. À l'heure où on est sur du zéro artificialisation nette, comment votre modèle peut-il trouver un écho? Tous les concepts qu'on développe sont des concepts de densification douce. Alors, expliquez-nous ça. Douce, ça veut dire que Je pense si que vous... tout est dans le douce, parce que j'ai l'impression que Tout est dans le densification, personne n'en veut, même Oui. si effectivement Ouais. c'est une tendance que vous identifiez. Ouais. On a quand même l'impression que cette densification, elle est fuie autant par les habitants que par les collectivités locales. Alors, la première chose, c'est que la densification, les gens la fuient dans le discours, mais ils l'achètent très cher au mètre carré. C'est-à-dire que- Mais c'est vrai. C'est ce que pas vous faux. dites. C'est Non, pas mais, faux. non, mais, C'est le mais premier. c'est vrai. Parce que si Nicolas, on avait raison, on aurait quitté Paris. Oui, et Ouais. on ne serait pas les seuls. Voilà, Oui, on bien sûr. s'astreint à payer 10, 12, 14 000 euros. Vous avez absolument raison. Même si ça baisse un petit peu, franchement, ça n'a pas atteint le niveau de la première couronne. Ça, c'est la parisienne, réponse par qui exemple. tue. C'est le truc. Vraiment, vous avez raison. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, quand vous habitez quelque part, vous préférez que vos voisins ne densifient pas leur parcelle. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai. En fait, c'est la méthode Puma, quoi. Je suis pour, mais ailleurs. Exactement. Ça s'appelle le NIMBY, Not in my backyard. Ouais. Donc oui à la station de métro, oui à l'arrêt de bus, mais pas tout à fait devant ma maison parce que Ouais. c'est moins pratique. Donc densification douce, c'est un angle qui consiste à dire là vous avez une maison dans un jardin, plutôt que de raser la maison et de mettre un immeuble de 4 étages à la place, on va mettre une deuxième maison. Ou peut-être cette grande maison, on va C'est la bête, hein. séparer en un logement de plein pied pour une personne âgée. Même si coloc- le PLU pourrait éventuellement surélever, on pourrait dire ne surélevons pas, donc on maîtrise le recours éventuel, les recours éventuels autour,
et on garde à peu près la même. Alors, le on même- peut aussi surélever en densification douce, c'est-à-dire que vous avez un immeuble qui fait 3 étages, on peut rajouter un 4e étage, ou rajouter 2 étages. Et donc, Mais ça vous s'est voyez, souvent fait à Paris, ça d'ailleurs, pour le coup. La surélévation Oui. des copropriétés, oui. oui, après tout ça, c'est un peu délicat. Ce que Mais je la, vous décris, la surélévation, ça a été voté, c'est adapté, mais ça n'a jamais vraiment c'est marché. difficile à faire. C'est difficile à faire, et même mettre la 2e maison dans le jardin, ça a l'air simple comme idée, mais c'est difficile à faire aussi. C'est clair. Et donc, tout notre business model, c'est de former, créer des métiers spécialistes de la densification douce pour que des élus se disent, moi, si je veux demain accueillir de façon importante de nouveaux habitants dans ma commune, parce que les besoins sont importants, j'ai ce qu'on connaît, la densification forte classique, et je pense qu'il faut la faire quand vous êtes à l'arrêt d'une station de métro du Grand Paris. On va pas, on va dire du R+1, 2 étages, 3 étages, ça suffira pas. Je pense qu'à un moment, on est dans des échelles de besoins qui nécessitent de la densification forte, de façon ponctuelle. Mais mine de rien, l'essentiel des gisements fonciers qu'on a en Île-de-France, par exemple, ou à Bordeaux Métropole, ou à Lyon Métropole, sont des gisements qui passeraient bien en densification douce, en complément. Mais alors, une question, je reprends l'exemple de Sylvain qui se rendrait sur Ville Vivante et vous lui trouveriez du coup un terrain sur lequel il pourrait faire construire une maison à Lyon en récupérant effectivement un terrain trop grand. Est-ce que ça coûte plus cher du coup, puisqu'on est en zone dense, en centre-ville ou proche centre-ville, et on fait construire sa propre maison? En fait, faire construire, ça s'appelle de l'autopromotion, c'est-à-dire que ce n'est pas un promoteur qui va le construire pour vous et qui vous le revend ensuite clé en main. Oui, de C'est vous qui allez être l'autopromotion. le maître d'ouvrage de la construction. c'est ça. Vous allez acheter un terrain, trouver un architecte, un maître d'œuvre et faire les travaux. Ça coûte moins cher que de l'acheter Et clé ça, en vous le main. faites, vous, ça. Ça, vous l'aidez. Donc nous, on va vous aider à trouver le maître d'œuvre. On va D'accord. pas faire la maîtrise d'œuvre, on va vous faire de vous un bon autopromoteur. C'est ça. Et l'autopromotion, vous faites une économie certaine sur le coût final du logement. Oui. Alors, il y a un phénomène qui se développe de plus en plus et on ne peut pas ne pas l'évoquer là maintenant parce que c'est un vrai sujet. Vous avez raison, David, sur la densification et sur le fait que les gens préfèrent vivre dans les grandes métropoles de plus en plus, même si on sait qu'il y a eu quand même un impact dans les villes, ce qu'on appelle les villes moyennes. C'est le nombre d'habitants exponentiel qui s'est développé sur les bidonvilles. Il y a un philosophe qui s'appelle Thierry Pacaud qui a même théorisé ce phénomène sociologique qu'il appelle les bidonvillois. 2 milliards en 2030, c'est le nombre de personnes qui vivront dans les bidonvilles. Et la particularité des bidonvilles, c'est qu'ils sont toujours en périphérie des grandes métropoles. Oui. Comment on peut lutter contre ça? Il faut faire du logement qui est abordable pour les populations et le pouvoir d'achat qu'elles ont. Je viens de vous citer l'exemple du modèle économique de l'autopromotion immobilière. Je pense que c'est ce qui loge aujourd'hui dans le monde la majeure partie de la population mondiale. Le modèle de la promotion, il faut le concentrer pour des œuvres très denses, importantes, symboliques. Mais il ne faut pas s'y tromper. Faire bâtir pour soi-même, c'est beaucoup moins cher que de faire bâtir par un promoteur. Et dans l'ensemble des grandes métropoles du monde, c'est comme ça qu'on pourra loger tout le monde. C'est très clair. Merci. À voir dans un second temps, effectivement, on aurait passé plus de temps sur le Alors sujet. vous pourrez revenir sur le plateau de la Cotimo pour traiter ce sujet Avec plaisir. spécifiquement. Merci beaucoup David Mier, je rappelle que vous êtes CEO de Ville Vivante et Sylvain, c'est déjà la fin de cette 2e émission de la semaine. Et oui, voilà, pour cette séquence green, on va vous souhaiter un bon appétit à toutes et à tous. Je vous rappelle que la Cotimo, c'est 12h, 12h30 tous les jours sur Bismart et Radio Imo. Ce n'est qu'un au revoir puisqu'on va se retrouver dès demain, même heure, pour parler tendance, marché, tendance immobilière. C'est tous les mercredis. Belle journée à toutes et à tous.